Dimanche 6 novembre, il est 13 h. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le Premier ministre Patrick Achi était vendredi à Korogo, dans la région du Poro, où il a procédé au lancement des travaux de construction du lycée professionnel de la ville, un lycée professionnel pour assurer une formation capable de contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. On en parle en tout début de journal. L'opération Grand Ménage de ce mois de novembre a eu lieu dans la commune d'Atekoubé, une autre occasion pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité d'exhorter les populations à s'approprier les notions d'hygiène pour un cadre de vie sain, un cadre de vie agréable. Le reportage de Grace Kando à suivre. Au Ghana, des centaines de personnes sont descendues hier samedi dans les rues d'Accra pour dénoncer la dégradation de la situation économique. L'inflation est actuellement estimée à 37% dans le pays. Le président Nana Akufo-Addo a promis de rétablir l'ordre sur le marché des changes pour contrer la dépréciation de la monnaie nationale, le cedi. En Côte d'Ivoire, les membres du corps préfectoral sont de hauts fonctionnaires, généralement diplômés de l'ENA, qui agissent au nom de l'État, relèvent du gouvernement et disposent d'un pouvoir déconcentré dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent dans les 31 régions, 111 départements et 485 sous-préfectures du territoire national. Les fonctions de préfet de région, préfet de département et secrétaires généraux, et de préfecture et de sous-préfet. Depuis mai 2021, ils se sont constitués en mutuelle sociale, dénommée mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, la MUSCOPSI, et cela dans le but de mieux faire connaître le corps préfectoral de Côte d'Ivoire et de renforcer la promotion de son image auprès de l'opinion. Comment cela va-t-il se faire et pourquoi une mutuelle des membres du corps préfectoral maintenant? Voilà quelques questions que nous allons poser au vice-président de la jeune mutuelle. Et ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Mais le préfet Magloire Koulibaly est déjà avec nous pour se présenter à vous. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur Hamza Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Il faut dire que vous êtes le préfet de Djekano. Tout à fait. D'accord, département de Djekano. Du département de Djekano. D'accord, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Dans 30 minutes. Le vice-président de la République vient de quitter Abidjan ce dimanche matin pour l'Égypte. Vous le voyez là en image. Tiemoko Méliette Koné va y représenter le chef de l'État. Il représentait donc le chef de l'État à la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur les changements climatiques, dite COP27. Cette conférence internationale des Nations Unies qui se déroule du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, donc au bord la mer Rouge en Égypte. Construire des lycées professionnels sur tout le territoire national afin de contribuer à la formation d'un capital humain de qualité pour la vitalité socio-économique du pays. C'est l'objectif affiché du gouvernement. Cela pour offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire et désireux d'apprendre un métier ou de s'orienter vers l'auto-emploi. Korogo verra donc son lycée professionnel sortir de terre prochainement. Patrick Achi en a déposé la première pierre vendredi. Herman Guivet, reportage. Le Premier ministre Patrick Achi procède à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. L'édifice sera bâti sur une superficie de 13 380 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 1000 apprenants. De quoi réjouir le cœur des populations de la région du Poro qui ont tenu à traduire toute leur joie au chef du gouvernement. Un centre qui contribuera incontestablement à la valorisation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, le lycée professionnel de Korogo, qui sera bâti sur un espace de 13 hectares, sera doté d'un internat. C'est un lycée professionnel industriel, avec cette filière de formation très technique, sera doté d'équipements de pointe, ce qui nécessitera une formation accrue des formateurs et du personnel d'encadrement. Ces infrastructures serviront à délivrer les enseignements pour la formation diplômante et en alternance. Mais les locaux permettront également de déployer les activités de l'école de la deuxième chance pour les formations qualifiantes de courte durée avec une insertion professionnelle rapide. Enfin, compte tenu de la position stratégique de Korogo dans le développement régional, ce lycée aura aussi un caractère international et à ce titre accueillera des apprenants et apprentis de la Guinée,
du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même au-delà de notre région ouest-africaine. Un centre qui vient répondre aux besoins de formation des jeunes à venir de la Côte d'Ivoire. Oui, Korogo change, avance et se transforme. Korogo veut plus grand, plus haut, plus vite et Korogo a raison. En bâtissant des établissements de formation professionnelle dans de nombreuses agglomérations du pays, le gouvernement met en contact direct la formation de la jeunesse avec la réalisation de besoins de nos bassins d'emploi, en tenant compte le plus possible des activités et des économies locales, celles aujourd'hui et celles de demain. Le Premier ministre Patrick Achi a des mots particuliers pour les futurs apprenants. Ce qu'on est en train de construire, nous, vos aînés, sous le leadership du président de la République, c'est votre destin et votre avenir qui se construit. Vous êtes là pour savoir que c'est un lieu de savoir, que nous y avons mis du temps, de l'énergie, des ressources, pour que demain, vous puissiez faire mieux que nous. Et qu'après vous, les jeunes qui viendront fassent mieux que vous. Le centre multisectoriel de Korogo offrira des formations dans les filières suivantes: électricité et électronique, maintenance véhicules et engins, chaudronnerie et soudure, mécanique agricole, mécanique moto, bâtiments et travaux publics, fluides et transformation agroalimentaire. De Korogo, on met le cap sur Marrakech au Maroc. Paulin-Claude Danho, en sa qualité de président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, s'y est rendu cette semaine pour prendre part à la réunion régionale Afrique-Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. Avant l'étape de Marrakech, c'est à Tanger que Paulin Danho avait posé ses valises dans le cadre des assises de l'Organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux en Afrique. Le point de ces activités avec nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Adama Sangari. Ville carrefour entre l'Afrique et l'Europe de par sa façade maritime, la cité marocaine de Tanger accueille la 28e session de la réunion du comité exécutif de l'Organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, CGLUA. Réunion couplée à la 26e session du Conseil panafricain du dit organe. Au menu de cette concertation, l'examen et l'adoption du budget 2023 de la CGLUA, mais aussi les solutions à trouver aux défis liés à l'urbanisation galopante sur le continent. Plus de la moitié des Africains vivront et vivent déjà dans les villes. Donc les problèmes de mobilité urbaine, d'urbanisation, de gestion des déchets, les problèmes communs de mobilité urbaine et de sécurité urbaine ont été au cœur de notre réflexion et pour la mise en œuvre des ODD et surtout de la mise en œuvre de l'agenda 63 de l'Union africaine pour le développement urbain. Pour tous ces défis majeurs, ces assises de la CGLUA décident de la création de l'Agence territoriale africaine avec le soutien financier de la Banque africaine de développement et de Afreximbank. En marge de ces travaux, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a signé avec l'Association marocaine des présidents de conseils communaux un partenariat visant à renforcer leur coopération. Nous contribuons à élargir les sillons qui ont été tracés par les pères fondateurs. Coopération aujourd'hui renforcée et consolidée par le président Alassane Ouattara et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes donc dans une diplomatie des villes, une diplomatie des peuples pour faire vivre la coopération entre nos deux pays. Le comité mixte mis en place a pour mission d'élaborer et exécuter le plan d'action de ce partenariat. Plan d'action essentiellement porté sur les jumelages actifs entre les villes marocaines et ivoiriennes et le partage d'expertise en matière de développement local. Paulin-Claude Danho, qui est maire d'Atekoubé. Atekoubé qui vient justement d'accueillir l'opération Grand Ménage de ce mois de novembre. Pour rappel, l'opération vise à sensibiliser la population sur l'importance de l'amélioration de la qualité du cadre de vie dans les villes et communes de Côte d'Ivoire et sur le rôle qu'elle-même population peut y jouer. Il s'agit tous les premiers samedis du mois d'engager des actions de salubrité en vue de nettoyer et embellir les quartiers. C'était la 58e édition. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour cette 58e édition,
C'est le village d'Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, qui accueille les équipes du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Ici, l'accent est mis sur le curage de caniveaux et le balayage des grandes artères. La population, dans toute sa composante, est à la tâche, avec à la clé une campagne de sensibilisation de proximité à l'endroit des productrices de la tchéké. Nous faisons des efforts pour pouvoir rendre le coin propre. Quand nous finissions de travailler, nous mettons tout à la poubelle. On va toujours continuer de faire ça pour que le coin soit toujours propre. Pour maintenir le cap de la propreté dans la commune, les populations reçoivent du matériel de salubrité. C'est une belle initiative. Nous voudrions signifier à nos autorités ici présentes que nous avons pour coutume d'entretenir nos rues, mais franchement, nous manquons souvent de matériel. Et c'est une belle initiative de venir nous assister et nous appuyer à travers ce don qui nous a été octroyé. Nous voulons les rassurer que ce don sera utilisé à bon escient, de façon efficace pour la propriété d'Abobo-Doumé. Le service technique de la mairie fait le maximum. Nous avons un pan qui s'occupe de l'assainissement, de l'environnement, etc. Je tiens à remercier le ministre Bouaké Fofana pour l'aménagement, l'entretien de la commune d'Atekoubé. Après la phase de sensibilisation, place à la répression. Pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, la propreté doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi un code de salubrité verra bientôt le jour. Effectivement, il y a le code de l'hygiène et de la salubrité qui a été adopté par le gouvernement. Et ce code va passer après à l'Assemblée nationale pour adoption. Et donc nous allons commencer à, n'est-ce pas, à verbaliser tout le monde. Donc nous exhortons donc nos populations, n'est-ce pas, à maintenir le cadre de vie propre. Parce que tout rejet va être sanctionné parce qu'on va appliquer la loi du pollueur-payeur. Je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine est le thème général de l'opération Grand Ménage pour cette année 2022. C'était un reportage de Grace Kando et Arnaud Kofi. Un mot de religion dans ce journal. Les imams sunnites de Côte d'Ivoire ont organisé récemment une journée de prière pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et le renforcement de la cohésion sociale sur tous les territoires nationaux. Cadre choisi pour ce moment hautement spirituel, le palais de la culture de Treichville. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djadji, Vakassa Karamoko. Ils sont près de 1500 imams venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à la journée de prière organisée par le CODIS, Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite. Objectif, implorer Allah pour une paix durable et pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. CODIS, une organisation de référence au service d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, est le thème de ce rendez-vous. Nous remercions Dieu Tout-Puissant que nous avons fait l'honneur qu'on s'est réunis, les imams, ensemble pour discuter entre nous. Nous sommes fiers pour être ensemble aujourd'hui, pour montrer aux Ivoiriens l'unité de tout l'ensemble de l'érigé en Côte d'Ivoire. Une initiative jugée opportune par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams. Je voudrais me féliciter de cette méthodologie de renforcement de la gouvernance des associations islamiques. Ça veut dire que désormais, nous ne travaillons plus au hasard. Nous réfléchissons, nous planifions, nous exécutons, nous évaluons. C'est la méthodologie que le Coran nous enseigne dans notre vie de tous les jours. Adama Bictogo, parrain de cette journée de prière et par ailleurs président de l'Assemblée nationale, a exprimé sa gratitude aux imams pour cet acte de cohésion. Le rassemblement commence d'abord par le rassemblement interne. Cette image affichée par nos deux grandes personnalités, Cheikh Aïma pour le COSIM, le docteur Fadiga Moussa pour le CODIS, traduisent l'expression et la volonté affichée de nous rassembler. Donc si la communauté musulmane affiche cette volonté rassemblée, c'est justement parce qu'elle est en train de donner une image aux autres Ivoiriens que nonobstant nos diversités politiques, religieuses, régionales, nous avons le devoir de nous rassembler. Le messager du président Alassane Ouattara, pour sa part, a souhaité que Dieu exauce les prières des imams.
Ces prières nous aident également à nous débarrasser du coronavirus parce que voilà bientôt 3 ans que dure le combat pour l'éliminer. Et en presque 3 ans, le virus a tué jusqu'à 6,6 millions d'hommes et femmes à travers la planète, sur un total de 632 millions de cas confirmés. Et depuis hier, en Côte d'Ivoire, le nombre de malades de Covid s'élève à 87 830 et le nombre de décès à 829. Ils sont au nombre de 270 000, ces orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida qui ont été pris en charge cette année par les autorités de santé. L'an prochain, l'objectif est d'atteindre les 400 000 OEV sur tout le territoire national. À Yamoussoukro, le programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida a pensé de nouvelles stratégies axées sur l'autonomisation des familles de ces enfants. Les précisions de Mamadou Kwasi. La Côte d'Ivoire, avec une prévalence de 2,39%, fait partie des pays les plus touchés par le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le nombre des orphelins et enfants vulnérables OEV a atteint plus de 400 000. Face à cette situation, des réponses urgentes s'imposent, dont les initiatives d'élimination de cette pandémie d'ici à 2030. Et cela à travers les objectifs d'accélération de la réponse des 3x95 et la prise en charge des OEV. Après 12 mois d'offres de services aux OEV et à leurs familles, l'heure est à de nouvelles orientations au PNOV, Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers le PNOV, avait donc pour défi d'adresser la problématique de 250 000 OEV en termes d'appui, d'accompagnement et d'autonomisation de ces familles. Nous avons 171 000 qui ont été touchés pour l'année 2021 et 2022, soit un pourcentage d'environ 67%. Aujourd'hui, il est question d'adresser en termes de perspective donc, des problématiques en ce qui concerne l'autonomisation de ces familles à travers les AVEC, en ce qui concerne l'accompagnement de tous ces OEV, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des 250 000. Dans cette dynamique, le PNOV, une structure du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires techniques engagés pour le bien-être des OEV et de leurs familles. Le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a saisi l'occasion pour saluer les efforts des travailleurs sociaux qui œuvrent au quotidien pour la prise en charge des OEV. Il invite à une mutualisation des efforts dans l'élimination de cette pandémie qui continue de faire des victimes dans nos sociétés. Que l'OEV vive et grandisse dans un environnement sain et protecteur, lui assurant un développement psychologique et social équilibré avec des familles économiquement autonomes et responsables. Telle est la vision du programme que je vous invite à partager. Nous restons persuadés que si nous travaillons tous en synergie avec l'appui de nos partenaires, nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs. Avec les centres sociaux, le PNOV a mis en place 114 plateformes de collaboration, une approche novatrice qui facilite aujourd'hui une synergie d'action entre les différents acteurs. Et à Marcory, dans le sud d'Abidjan, les services de contrôle du ministère du Commerce viennent de faire une importante saisie. 20 tonnes de denrées alimentaires prohibées susceptibles de nuire gravement à la santé des consommateurs. Les magasins ont été immédiatement placés sous scellé. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. Ces denrées prohibées, composées essentiellement de fromage, de lait, de beurre de cacao, de coco râpé, de pommes de terre, de boîtes de tomates et de sardines rouillées, du riz et de farine reconditionnées sans étiquetage et sans les mentions obligatoires, en l'occurrence l'origine et la date de péremption, ont été interceptés dans 2 magasins de la commune de Marcory. Sous réserve des différents autorisations et agréments, nous avons constaté évidemment une variation au niveau des mentions obligatoires entre les sacs d'origine et puis les produits finis. En plus, le riz même qui fait l'objet de commercialisation qu'on appelle riz de luxe, présenté comme un riz de qualité premium, comporte en son sein beaucoup d'impuretés. Donc nous avons un cumul d'infractions ici qui vont à la publicité mensongère, tromperie sur l'origine. C'est dans cette petite unité de production clandestine que les emballages de reconditionnement sont fabriqués.
L'opération, menée par les inspecteurs du commerce intérieur, s'inscrit non seulement dans la transparence des circuits commerciaux et la protection des consommateurs, mais également dans la surveillance du marché censé garantir les règles de la saine concurrence. Pour ces commerçants mal inspirés, la pilule risque d'être amère. L'opérateur économique s'expose à deux types de peines. La peine de privation de liberté qui court de 15 jours à 6 mois et la peine de pécuniaire qui est de 100 000 à 50 millions. Nous voudrons dire à ces opérateurs économiques qui font ce type de pratiques vraiment de se soustraire parce que le ministère du Commerce est dans la surveillance du marché. Dès qu'ils sont pris, ils seront donc amenés à s'exposer à la rigueur de la loi. Surtout que pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, qui milite pour une lutte sans merci contre les fraudeurs, il s'agit de donner un contenu véritable au programme social du gouvernement. Se déplacer dans la commune de Yopougon hier samedi au moyen de transport en commun n'était pas chose aisée. Aucun taxi communal ne circulait dans les rues de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Les transporteurs sur place manifestent contre la mort de l'un de leurs collègues donc tué la veille lors d'une altercation avec un passager. Une grève qui perturbe fortement le quotidien des populations sur place. Le constat de Jean-Marc Djadji. Yopougon, quartier Sable, Bel Air, Selmer, nouveau quartier. L'absence des taxis communaux à ces zones et carrefours, réputés pour leur forte affluence, se fait remarquer. Ce matin, difficile de vaquer à ses occupations et de profiter du week-end. La marche reste souvent la seule issue. Moi, je suis sorti très tôt ce matin. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui s'est passé la veille. Donc, à mon retour, j'arrive à la gare Nord. Et j'essaie de venir sur Yopougon, impossible. Bon, franchement, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que depuis 7 heures, nous sommes encore dehors. On n'est même pas encore arrivé à destination. Bon, il n'y a pas de véhicule, on ne comprend rien. Franchement, c'est difficile. Malheureusement, bon, ça cause beaucoup de désagréments. Tout à l'heure, même, il voulait me rendre au niveau de Niangon, je n'ai pas pu. Donc, je retourne à la maison comme ça. Les conducteurs de taxis communaux ont rangé les clés de leurs véhicules. Ils observent une grève après le meurtre la veille d'un de leurs collègues en situation de travail au carrefour Jean-Paul II. Protestations, sit-in se sont déroulées par endroits. Des véhicules de transport avec chauffeur VTC sont même refoulés au forceps. On essaye d'exprimer notre mécontentement pour dire que nous ne sommes pas contents. Parce que si à chaque fois, il faut tuer un chauffeur pour un oui, pour un non. Nous demandons pardon à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, la population en souffre, ils ne sont pas au courant, qu'ils nous comprennent. Et il faut que les autorités voient ça au clair. Sidibé, syndicaliste et transporteur, témoin des faits, revient avec ses amis sur les lieux du drame. L'individu est monté dans la voiture du chauffeur. Arrivé au carrefour Jean-Paul II, c'est un rond-point que les chauffeurs tournent pour dire. Bon, en tournant maintenant, il dit qu'il ne faut pas, le chauffeur va tourner. Et c'est dans les discussions, le chauffeur, pour ne pas que ça aille loin, le chauffeur est descendu de sa voiture pour qu'il puisse descendre pour aller. Et donc c'est dans ces échanges-là, en même temps il a fait sortir son âme et puis il a tiré sur le chauffeur. À Atekoubé, quartier Mossikro, c'est ici que vit la famille du défunt chauffeur. La victime était mariée et père de 2 enfants. Parents, amis et collègues, tous réclament justice. Moi, ce que je demande à l'État, il faut que la justice soit faite. Le jeune, il a 2 enfants, il a sa femme. Il n'a rien fait. Il faut que la justice soit faite pour servir de leçon aux autres qui veulent faire autant. Merci. Le suspect serait entre les mains des forces de l'ordre. Les investigations se poursuivent afin d'élucider les circonstances de la tragédie.
Heureusement pour nous, pas besoin de taxis communaux de Yopougon pour nous rendre à Tabou, dans le Bas-Sassandra. Là-bas, le canton Plapo vient d'installer un tout nouveau chef en la personne de Paul Walokeke. Il a été intronisé dans le village de Douopo par une délégation de la Chambre des rois et chef traditionnel, en présence de Sam Konan, notre correspondant permanent dans la région. Des pas de danse guerrière exécutés par des initiés. Nous sommes dans le village de Douopo, dans le département de Tabou. C'est un jour spécial pour les populations des 11 villages qui constituent le canton Plapo. Après 2 années de malentendus, suite au décès de l'ancien chef, un consensus a été trouvé. Le chef des cantons désigné en la personne de Walokeke Paul du village de Douopo peut être intronisé dans la pure tradition kroumaine. Le 15 mars 2022, les parents se sont convenus, se sont entendus et Walokeke a été choisi. Aujourd'hui, nous sommes là pour le célébrer et pour montrer à tout le monde que c'est Walokeke aujourd'hui qui est le chef canton Plapo et le chef canton central du département de Tabou. Chacun plante la petite graine qu'il faut pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait l'union, pour qu'il y ait l'entente. Parce que sans tous ces ingrédients, il ne peut pas avoir de paix. Cette tribu, après le décès de notre majesté, a connu des difficultés. Mais par la grâce de Dieu, tout est impassé aujourd'hui. Pour le chef des cantons central de San Pedro, chef des délégations de la Chambre des rois et chef traditionnel, Kouenyepa Pascal, qui a procédé à l'intronisation du nouveau chef des cantons, c'est seulement dans la paix et la cohésion que le développement se fait. Walokeke Paul est le 14e chef des cantons de la tribu Plapo. Elle succède au chef Kane Wadi, décédé il y a 2 ans. On dit que l'humour, c'est un art martial. Avec lui, on peut tout combattre. La tristesse, le deuil, l'angoisse, le chagrin. L'INSAC ambitionne de former des jeunes artistes, humoristes. L'INSAC, c'est bien l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. L'établissement vient tout juste de signer un partenariat dans ce sens avec un groupe suisse. On en sait plus avec Prunel Assoumou et Jean-Marc Djedji. Le développement de l'humour en Côte d'Ivoire vient de prendre un tournant. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, et un promoteur suisse signent un partenariat. Ambition des encadreurs ivoiriens, s'inspirer du savoir-faire européen afin de parfaire la formation initiale des étudiants comédiens et humoristes. Il faut orienter les jeunes gens à l'auto-employabilité. Et dans un tel contexte, il faut donc renforcer les acquis artistiques, mais aussi renforcer la professionnalisation de la formation. Et cela passe nécessairement par toute la formation théorique qu'on donne d'une part, mais aussi la formation pratique. Et elle nécessite des partenariats, des échanges d'expertise. C'est un partenariat gagnant-gagnant. L'INSAC est un lieu de création et de formation d'étudiants, notamment avec une filière théâtre. Donc on avait envie de célébrer d'ailleurs cette filière d'excellence. On leur propose de venir suivre des cours, des formations avec les artistes de la troupe pour voir s'ils ont envie de faire ce métier. On espère qu'on trouvera les nouvelles stars de l'humour grâce à ce partenariat. André Niamke, diplômé de l'INSAC, a aussi bénéficié de cette formation. Aujourd'hui, artiste comédien de profession, il se dit satisfait des acquis de cet apprentissage. L'INSAC m'a permis d'avoir une formation de base, une formation de théâtre. Grâce à cette formation, j'ai essayé de trouver mon champ, ma marque par rapport à mon style d'humour. Et ça m'a permis de me faire démarquer parmi mes amis. Je suis déjà content pour cette signature parce que si la signature arrive maintenant, ça va permettre à nos amis, à nos frères qui sont encore étudiants de profiter de ce fruit-là. Dans ce centre dédié aux arts du spectacle, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, salue cette initiative. Cette convention va permettre de détecter de nouveaux talents, de nouveaux humoristes, de nouveaux Joël, de nouveaux Clintelex, en renforçant leurs capacités parce que nous avons des talents à l'état brut et il est important qu'ils puissent se conforter, qu'ils puissent se confronter à ce qui se fait de meilleur au niveau de l'humour à l'international. Les étudiants de l'INSAC auront l'opportunité de se produire en showcase à travers un projet porté par le Montreux Comédie. Objectif, promouvoir les humoristes ouest-africains sur la scène internationale.
Parlons d'humour, ces deux-là sont considérés comme des maîtres, des experts. On les appelle Zongo et Tao. Ils sont doués, bourrés de talent et on a pris plaisir à aller les voir samedi dernier au Palais de la Culture de Trècheville. Faire rire tout en éduquant, faire rire en éveillant les consciences, c'est bien le créneau dans lequel ils s'inscrivent. Zongo et Tao mettent en garde la jeunesse ivoirienne contre l'immigration clandestine. Le compte-rendu de Serge Pacom Didi à suivre prochainement. La vie, c'est donc le bonheur d'un côté, l'amertume de l'autre. Un jour on rit, un jour on pleure. Quand le chagrin est trop fort, il faut le jeter dehors et les larmes sont là pour ça. Depuis hier soir, nos larmes coulent à profusion. Nous pleurons la disparition brutale de notre collègue, notre ami et frère Kwadio Kwame, est journaliste du groupe RTI en poste à RTI Boaké. Disparition qui survient alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Absolument rien n'annonçait ce voyage éternel. Dans cette édition, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Kwadio Kwame s'est définitivement éloigné du micro. Le patron de la rédaction télé de RTI Boaké est décédé dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2022 dans sa 59e année à Boaké. Après 33 ans de service à la RTI, il dépose ainsi définitivement le micro. Kwadio Kwame était marié et père de 6 enfants. Il faisait partie des agents de la RTI qui ont accepté, pour l'an 2012, de revenir à Boaké et de contribuer de manière efficace à la réunification du pays à travers de nombreux reportages dans les zones ex-CNO. Kwadio Kwame laisse un vide au sein de RTI Boaké où tous ses collègues louent son humanisme. Adieu, Kwadio Kwame, adieu, chef. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, au revoir. Le micro de Kwadio Kwame est fermé donc à jamais. Kwadio Kwame, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es désormais partout là où nous sommes et les grandes douleurs ne savent que se taire. Des centaines de Ghanéens sont descendus samedi 5 novembre, hier donc dans les rues d'Accra, la capitale, pour dénoncer la dégradation de la situation économique. L'inflation est actuellement estimée à 37% dans le pays. C'est un record. Les slogans scandés par la foule étaient adressés directement à la classe politique, accusée d'inaction face à la flambée des prix du carburant et des produits alimentaires. C'est l'heure du magazine du dimanche, la deuxième articulation de cette édition. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est Magloire Koulibaly, le préfet du département de Djekano. Encore bienvenue, gouverneur. On va suivre un petit élément vidéo, histoire de situer un peu le cadre de notre échange. Vous voulez bien? Merci. C'est parti. C'est en 2020 que les préfets de Côte d'Ivoire se sont mis en association. Un instrument devenu en mai 2021 la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, MUSCOPSI. Elle est dirigée par le préfet hors grade Kwasi Eugène Kwadio en tant que président du conseil d'administration. La mutuelle revendique plus d'1 millier d'adhérents en activité et à la retraite. Ces actions, la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences, l'assurance santé et l'assistance décès. Cette protection sociale prend en compte les membres et leurs ayants droit déclarés. Pour améliorer davantage les conditions de vie et l'épanouissement de ses membres, la MUSCOPSI va encore plus loin. Elle aide ses membres à acquérir des logements, initie des programmes d'encadrement et de renforcement des capacités. À cela, il faut ajouter l'entraide et la solidarité entre ses membres. La MUSCOPSI comprend les préfets des régions et des départements, les secrétaires généraux des préfectures et les sous-préfets.
Élément qui nous est proposé par Laure Goretti et Issa Chonan Yeo. Monsieur le préfet, c'est qui un préfet? Un préfet, c'est le représentant de l'exécutif sur chaque localité où il est invité à servir. D'accord. Les préfets, vous n'êtes pas très connus du grand public? En effet, nous ne sommes pas très connus, quoique nous soyons sur tout le territoire ivoirien. Est-ce parce que vous avez l'obligation de réserve? En partie, mais surtout parce que nous aimons travailler dans la discrétion, l'efficacité dans la discrétion. Et vous ne devez pas communiquer ou vous ne devez pas trop en faire, trop communiquer? Tout à fait. Ce n'est pas dans les radios, dans la presse que nous devrons aller dire ce que nous avons fait, puisque nous représentons quelqu'un, c'est-à-dire le chef de l'État. Donc c'est d'abord à lui que nous devons rendre compte avant toute chose. Et comment on devient préfet, monsieur le préfet? Comment on devient préfet? Je sais qu'au sortir de l'ENA, vous êtes administrateur civil. Tout à fait. D'accord. Nous sommes d'abord administrateurs civils et c'est seulement lorsque le président de la République, il lui plaît donc de vous nommer dans le corps préfectoral que vous devenez membre du corps préfectoral. Et ensuite, vous avez une graduation qui vous permet de partir de sous-préfet en passant par le secrétaire général et puis en aboutissant donc au préfet. Au sein des préfets, il y a également les préfets de département et les préfets de région. D'accord. Combien de membres compte le corps préfectoral en Côte d'Ivoire? Environ 1 millier. 1 millier, c'est beaucoup. Pour combien de départements? 111 à peine. C'est beaucoup et pas suffisant parce qu'il faut que nous puissions mailler complètement le territoire national et que nous soyons présents, que l'administration soit présente partout où il y a un Ivoirien, il y a un habitant de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas forcément suffisant. Mais il faut dire qu'également, nous avons des collègues qui sont dans les administrations centrales, des collègues qui sont à la retraite, mais qui font partie quand même de la MISCOPSI. D'accord. Ceux qui sont dans l'administration centrale, c'est parce que votre corps obéit à la mobilité de profession. Il y en a donc qui sont dans l'administration, qui sont dans des ministères ou institutions. Alors, vous représentez le chef de l'État dans vos départements et régions, et même le gouvernement, à l'exception de quelques-uns, notamment la justice, la défense. Pourquoi cela précisément? Parce que le président de la République, quoi qu'il soit en même temps le chef suprême des armées et au niveau de la justice également le premier magistrat, fait en sorte qu'il n'y ait pas, si vous voulez, un amalgame dans l'exécution des décisions qui sont à prendre. Alors vous comprenez que en temps normal, il y a une séparation des pouvoirs. Il y a la justice qui est, et également la défense qui ont des décisions à prendre qui parfois n'ont pas besoin d'être mélangées avec les décisions uniquement administratives. Donc on leur donne une autonomie d'action qui permet justement de bien gérer les différentes circonscriptions. Il y a aussi les membres des différentes régies financières. Oui, parce qu'ils ont une responsabilité personnelle. Ce sont des personnes qui sont assermentées. Et il y a également là des décisions qu'il ne faut pas laisser l'exécutif que nous représentons agir là-dessus. Vous représentez le chef de l'État, mais sans fond de souveraineté. Il faut dire que vous faites partie des grands corps de l'État. J'allais répondre. Tout comme les diplomates, les magistrats. Tout à fait. Voilà, sans fond de souveraineté. Oui, mais nous avons un budget qui nous permet de fonctionner. Et vous fonctionnez efficacement avec ce budget, c'est ça? Si nous tenons compte du fait que jusqu'à ce jour, le corps préfectoral arrive à assumer ses fonctions et ses attributions, cela signifie qu'effectivement, nous arrivons à fonctionner naturellement. Et rien n'est parfait dans le monde, mais les petits réglages qu'il y a à faire, le président de la République a toujours une oreille très attentive pour le corps préfectoral et notre ministre, le général Wagondo, est à pied d'œuvre pour régler toutes les petites questions qui seront suspendues. Donc les choses vont chaque jour en s'améliorant. Et vous n'avez pas droit de grève du tout? Oui, ça c'est la déontologie. Nous allons gréver contre qui? Nous représentons l'exécutif. Et généralement on grève contre l'exécutif. Alors contre qui allons-nous gréver? C'est toute logique en fait. Nous ne pouvons pas gréver contre nous-mêmes. D'accord. Et vous représentez l'exécutif, gouverneur. Donc, gouverneur, déjà, il faut que je le précise, c'est votre appellation sur le terrain, parce que vous êtes préfet, gouverneur donc, et les sous-préfets des commandants,
Ce n'est pas officiel du tout. Tout à fait, ce n'est pas une appellation officielle, mais elle relève de la colonisation de laquelle nous avons hérité. C'était des commandants de cercle, c'était des gouverneurs, etc. Donc aujourd'hui, les populations sont habituées à cette appellation. D'accord. Voilà, depuis à peu près 2 ans, même pas 1 an et demi, vous êtes constitué en mutuelle, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Et quelles sont vos missions, quels sont vos objectifs? Alors, et surtout, dites-moi d'abord, pourquoi maintenant la mutuelle? Vous existez depuis... Depuis les indépendances. Depuis les indépendances. Même bien avant les indépendances. Parce qu'une circonscription... On parle d'un temps colonial, oui. Tout à fait. Depuis 1800, il y avait déjà des gouverneurs. Pourquoi une mutuelle aujourd'hui, monsieur le préfet? Ben, écoutez, nous sommes, dans nos attributions, nous avons en charge les différentes associations. La gestion, la conduite des différentes associations. Et nous nous sommes concentrés dans un premier temps à les aider, à les encadrer. Et puis, comme toute chose vient en son temps, nous avons estimé depuis quelque temps qu'il nous fallait d'abord une association. Et nous avons vu elle est née en 2020. Tout à fait, 2020. Mais nous avons vu les limites donc, de cette association. Et nous avons donc opté, à travers une assemblée générale, de muer en mutuelle sociale qui nous donne beaucoup plus d'opportunités d'action. D'accord, justement. Vos objectifs, ce sont lesquels? Ben déjà, d'améliorer les conditions de vie et d'existence de nos membres. Qui sont déjà très bonnes, monsieur le préfet. C'est relatif, mais oui, nous sommes satisfaits de ce qui est aujourd'hui, parce qu'il y a quelque temps, ce n'était pas du tout le cas. Et nous voudrions d'ailleurs profiter de la situation pour remercier monsieur le président de la République, qui a bien voulu nous élever au rang des grands corps de l'État, et également notre ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne cesse de se battre pour nous améliorer les conditions de vie et d'existence. Donc, quelques-uns de vos projets phares en tant que MUSCOPSI, en tant que mutuelle donc, sociale du corps préfectoral, c'est bien l'érection d'un siège. Oui, mais avant cela, nous avons réussi à mettre en place une assurance maladie qui prend en compte et en charge non seulement les adhérents, mais leurs familles. Et aujourd'hui, cela donne de bons résultats parce que, vous savez, notre travail est très harassant, très stressant. Et donc, c'était souvent qu'on voyait des membres du corps préfectoral dans la détresse. D'accord. Aujourd'hui, cela est quasiment réglé, grâce donc à notre mutuelle. Et à cela, il faut ajouter la construction prochaine d'un hôpital, l'hôpital des préfets. Ce sera à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, tout à fait. Et dès la semaine prochaine, en principe, nous comptons poser la première pierre dans le cadre de notre semaine de l'excellence. D'accord. Donc, un hôpital, un groupe scolaire. Un siège. Un siège. Oui, et une cité du corps préfectoral à Yamoussoukro. Pourquoi Yamoussoukro? Ben écoutez, Yamoussoukro, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes les représentants de l'exécutif, donc nous sommes amenés à suivre les décisions de l'exécutif. Et l'exécutif a décidé que c'est Yamoussoukro la capitale. Donc tôt ou tard, nous sommes convaincus qu'il faudra se rendre à Yamoussoukro. Donc nous prenons le devant, de sorte à accueillir tous ceux qui vont venir quand ce sera la capitale. D'accord. Comment on adhère à la mutuelle? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que si je suis préfet d'office, je suis tout de suite membre de la MUSCOPSI? Votre adhésion à la mutuelle est, si vous voulez, relative à votre appartenance au corps préfectoral. D'accord. Voilà. Mais je suis obligé? Non, pas du tout. D'accord. Mais vous comprendrez l'importance et l'intérêt d'y être. Parce que les avantages sont conséquents et donc il n'y a pas de raison de ne pas y être. Vous avez instauré une journée du mérite. Tout à fait. Dites-nous un mot. L'année dernière, nous avons fait une journée du mérite et elle a bien marché. Nous avons estimé cette année que nous devrions en faire une semaine carrément du mérite. Il faut dire que nous avons observé que beaucoup de membres du corps préfectoral travaillaient 30-40 ans, allaient à la retraite, un peu dans l'incognito. Donc nous avons souhaité pouvoir les magnifier avant qu'ils n'aillent à la retraite ou au moment où ils vont à la retraite. Donc nous avons estimé qu'il fallait également pouvoir nous faire connaître du public, parce que bien souvent, le public ne sait pas très bien que fait le corps préfectoral. Oui. Alors, il nous semblait utile, depuis donc, notre érection en mutuelle sociale, de faire en sorte que les populations puissent savoir que l'État de Côte d'Ivoire leur a envoyé auprès d'eux leurs représentants, de sorte qu'ils puissent s'adresser à eux
ou n'importe lequel des problèmes qui pourraient se poser. Donc ce sont les meilleurs d'entre vous que vous allez distinguer, récompenser ce jour-là. Tout à fait. Et c'est prévu pour le jeudi 17 novembre prochain. D'accord. Ah. Quels sont les critères qui font d'un fonctionnaire, d'un membre du corps préfectoral, un bon membre du corps préfectoral, un bon fonctionnaire? Déjà, le respect de la déontologie. Nous avons une déontologie comme toute profession, donc le respect de cette déontologie, mais le respect également de la probité, le respect de l'efficacité. En fait, comme nous disons souvent, un préfet ne pose pas de problème, il apporte des solutions. Donc celui qui arrive à apporter les meilleures solutions à nos populations, celui-là est un bon préfet. Et la journée du mérite aura lieu pendant la semaine du mérite qui va démarrer la semaine prochaine, le week-end prochain. De quoi il s'agit? Alors nous avons essayé d'ouvrir au maximum. Et donc dès le samedi 12, nous aurons une journée éclatée sportive sur toute l'étendue du territoire. Et ensuite, nous passons au lundi 14, où nous allons procéder à la pose de la première pierre à Yamoussoukro. Ensuite, la première pierre de l'hôpital et du siège. Ensuite, nous aurons le mardi une journée de don de sang également sur toute l'étendue du territoire. Et là, nous invitons donc toute la population à venir nous soutenir en donnant aussi son sang. Tout à fait. Parce que donner son sang, c'est apporter la vie, c'est donner la vie, c'est sauver une vie. Ensuite, le jeudi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons faire la célébration effective de nos collègues, soit qui vont à la retraite, soit qui ont été reconnus comme étant méritants, et donc à qui nous allons rendre des hommages. Et là, par exemple, nous allons avoir la possibilité de donner les chèques d'accompagnement à ceux qui vont à la retraite. À hauteur de 2 millions de francs. 2 millions, tout à fait. Tous ceux qui vont à la retraite auront droit donc à un chèque de 2 millions. Pour et ça va être comme ça tout le temps désormais. Tout le temps. Peut-être même que nous allons aller au-delà en augmentant. Quand vos poches seront pleines. Vos ressources, vous les tirez d'où? De vos cotisations principalement? Nos cotisations essentiellement aujourd'hui, mais nous avons des prétentions de pouvoir mettre en place des projets qui soient des projets donc, qui nous rapportent de l'argent afin de le mettre au service de nos collègues. D'accord. Et vous allez animer un panel qui sera conjointement animé par des préfets venus de France, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal. Tout à fait. Le thème, vous nous le rappelez? Le thème, c'est en principe le rôle du préfet dans la sécurisation d'un département. Dans le maintien de l'ordre public. D'accord. Est-ce que ce modèle existe ailleurs? Est-ce que vous vous inspirez d'un modèle? À notre connaissance, pour l'instant, non. Vous êtes les pionniers? Dans le cadre des membres du corps fédéral, oui. Il existe l'APF. Il y a des associations, l'APF notamment. Exemple, oui, qui est l'association des préfets francophones, mais qui n'est pas une mutuelle en tant que telle. Tout à fait. Voilà. Merci, monsieur le préfet. C'est moi. Merci, gouverneur. Je vous en prie. Merci, M. Koulibaly, Magloire Napegade Koulibaly, donc préfet de Djekano, par ailleurs vice-président de la MUSCOPSI, la mutuelle sociale du corps préfectoral, cette toute jeune mutuelle qui rêve d'aller bien loin et nous vous souhaitons de le réussir, nous vous souhaitons de réaliser ce rêve. Merci en tout cas d'avoir pu effectuer le déplacement pour répondre à nos questions et bien de choses au président Eugène Kouadio, le préfet de Tahabo. Bon retour chez vous, Monsieur le préfet. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé chaque fois que je suis face à vous. Merci de votre confiance et surtout, je reviens la semaine prochaine.